Alors, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cet amphithéâtre sur le projet professionnel. Donc Michel Prudhomme, ici présent, débute sa carrière dans l'informatique à des postes techniques, commerciaux et direction générale chez les constructeurs informatiques IBM, Boulle et Siemens. En 1991, il découvre le métier d'accompagnement de cadres supérieurs, vers lequel il oriente alors sa carrière. Il fonde en 2006, en association avec Olivier de Cogniou, qui est un X76, le cabinet L'Espace Dirigeant, qui fait du conseil en transition de carrière. Conseiller du bureau des carrières de l'école polytechnique, il anime des séminaires destinés à ses camarades en recherche d'emploi, ainsi que des ateliers sur des problématiques d'emploi précises, comme par exemple le choix de début de carrière. Enfin, il reçoit régulièrement ceux de ses camarades qui ont un problème d'emploi et les aide à le résoudre par ses conseils et son expérience. Il vient aujourd'hui donc nous parler du projet professionnel. Monsieur Prudhomme, je vous cède respectueusement la parole. Merci Pauline. Bien, je vais vous parler aujourd'hui de carrière, de projet, d'employabilité, un certain nombre de sujets qui, je crois, sont importants pour vous, en tout cas, ils le seront, et un certain nombre de sujets que l'on ne couvre pas forcément, d'ailleurs, dans la scolarité à l'école polytechnique. Donc c'est un peu pour ça que j'ai essayé de résumer dans environ 40 minutes tous ces concepts qui, je crois, seront très importants pour vous. Bon, la première chose, c'est que votre carrière, finalement, a besoin d'un fil conducteur. Parce que si vous ne faites rien, si vous vous laissez aller finalement à faire ce qui vous intéresse, ce qui est le réflexe le plus habituel pour les jeunes polytechniciens, ben vous risquez fort de tomber dans des show-straps, dans des pièges de carrière. Et il y a de nombreux pièges de carrière. D'autre part, si vous écoutez ce que vous suggère de faire votre employeur, parce que vous aurez des employeurs plus tard, si vous faites aveuglément ce que votre employeur vous conseille de faire, là aussi vous pouvez avoir des ennuis. Parce que, vous verrez, dans la vie, souvent, l'intérêt de votre employeur et le vôtre ne sont pas cohérents. Lui voudrait, par exemple, que vous continuiez à travailler sur un projet, puis vous, votre intérêt, c'est d'aller faire autre chose. Donc, votre projet professionnel, c'est le fil conducteur de votre carrière. Et pour que cette carrière marche bien, vous devez y réfléchir dès à présent. Alors, maintenant, tant que vous êtes à l'école polytechnique, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas de projet. Je parlais tout à l'heure avec Pauline, là, elle me dit, moi je n'ai pas de projet. C'est tout à fait naturel. C'est parce que vous n'aurez de projet finalement que lorsque vous aurez plongé dans le grand bain de la piscine, si j'ose dire, lorsque vous serez dans votre premier emploi. À la fin de votre premier emploi, de votre première période de 3 ans par exemple, vous commencerez à y voir clair, vous commencerez à voir ce qui vous intéresse de faire, vous commencerez à voir le dessous des cartes, et à ce moment-là, votre projet va commencer à prendre forme. Quand vous allez passer à votre deuxième étape de carrière, là, votre projet prendra vraiment forme. En tout état de cause, si à 30 ans, vous n'avez pas de projet professionnel, là, vous ne serez pas bien. Donc, je vous suggère de commencer à y penser. Vous avez le temps devant vous, simplement, il faut avancer. Je parlais de pièges dans une carrière. Bon, il y en a 2 qui sont très classiques. Le premier, c'est celui que j'appelle l'ours savant. C'est celui qui est tellement intéressé par une technique, une technologie, qu'il se complaît dans ce petit domaine et il devient complètement spécialisé dans ce domaine pendant 1 an, 3 ans, 10 ans, voire plus. Le jour où cette personne est amenée à faire autre chose, soit parce que la technologie dont il est spécialiste ne vaut plus rien, ça arrive, soit parce qu'il a envie vraiment de faire autre chose, son employabilité est très faible. L'autre piège classique, c'est la personne qui papillonne. Là aussi, c'est quelque chose que je trouve souvent avec les jeunes polytechniciens, tout simplement parce que c'est relativement facile de passer d'un emploi à l'autre en début de carrière. Et on reste 6 mois à faire quelque chose, et on passe dans une autre entreprise pendant 1 an, et puis 1 an et demi après, on s'en va à nouveau pour faire un 3e truc, un 3e métier, etc. J'ai un jour rencontré un polytechnicien qui avait 35 ans, et qui a vu 11 employeurs. Et croyez-moi, ça ne lui a pas été facile de trouver le 12e. Donc, évitez de tomber dans les show-straps, et pour ça, vous êtes le pilote de l'avion de votre carrière. Et votre projet professionnel, finalement, sera le fil conducteur de tout ceci. Vous avez aujourd'hui des CV. Ces CV, vous les avez, je pense, travaillés d'abord, ensuite vous essayez de les revoir dans les petites classes qui sont organisées actuellement. Vous avez aujourd'hui un CV qui est un CV d'étudiant, tout naturellement. Votre CV, finalement, résume vos savoirs, résume ce que vous avez appris à l'école. Et donc, il est très rare de voir dans les CV de jeunes
un projet déjà bien précis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Votre premier emploi dans votre CV, finalement, n'est pas très déterminant. C'est ça qui est intéressant. Je voudrais insister là-dessus. Vous avez tout à fait le droit de vous fourvoyer. Ça ne pose aucun problème. Vous allez commencer, par exemple, dans la R&D, et puis au bout de 2-3 ans, vous vous direz « c'est pas mon truc, je vais faire autre chose ». Ou alors, vous allez commencer dans la finance et vous voudrez faire autre chose, etc. Vous avez le droit de vous tromper. Personne n'ira vous reprocher de vous être fourvoyé. Par contre, je vous suggère, si vous vous en rendez compte, je vous suggère d'agir et de ne pas vous laisser aller dans une voie que vous n'auriez pas intimement choisie. Donc un CV, vous l'avez compris, ça se construit autour d'un projet. Et au fur et à mesure que le temps va passer, votre projet va maturer et votre CV va évoluer. Après quelques étapes, quand vous aurez 30 ans, votre CV il va montrer un profil de carrière. Et je voudrais donner deux termes un petit peu extrêmes pour définir les profils de carrière extrêmes. Le premier profil de carrière, c'est le profil de fonctionnaire. C'est-à-dire, c'est une personne qui, à 35 ans, a travaillé tout le temps dans la même société, dans le même groupe, même entreprise. Il connaît bien l'entreprise dans laquelle il s'y complaît, il a fait peut-être 2 ou 3 métiers dans cette entreprise, mais il ne change pas d'employeur, parce qu'il s'y trouve bien et il n'a aucune envie de changer. J'appelle ça le fonctionnaire, entre guillemets. Vous avez ensuite le mercenaire, c'est celui qui change tout le temps, qui papillonne, etc. Et entre ces deux extrêmes, croyez-moi, il y a un juste milieu. Et ce juste milieu, c'est à vous que revient de le trouver, et vous allez voir que ça va vous imposer de prendre des décisions. Il y aura des moments où il faudra décider de quitter l'employeur dans lequel vous êtes. Il y aura des moments où il faudra décider de rester une étape de plus, parce que sinon votre CV ressemblera trop à celui de mercenaire ou celui d'un fonctionnaire. Vous voyez, c'est à vous d'agir. Et finalement, si vous le faites bien, eh bien, vous aurez une employabilité qui va se développer. Si vous le faites mal, votre employabilité, elle va dégringoler. Qu'est-ce que c'est que l'employabilité? C'est une bonne question. Votre employabilité, finalement, c'est un petit capital que vous avez tous en sortant de l'école polytechnique, et peu ou prou, vous avez tous la même employabilité. Certains d'entre vous vont développer cette employabilité tout au long de leur vie professionnelle, en prenant les justes décisions, en évitant les pièges. D'autres, au contraire, laisseront ce capital se détériorer et se retrouveront un jour dans une mauvaise situation. Finalement, l'employabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'une personne a ou n'a pas de retrouver un emploi si jamais il a besoin de chercher un emploi à un certain moment de sa vie professionnelle. Si vous avez une forte employabilité, vous n'aurez aucun problème, vous serez très demandé, vous n'aurez à la limite que l'embarras du choix. Si vous avez une faible employabilité, ça sera beaucoup plus dur, et ça peut même demander un temps certain. Si votre employabilité est vraiment nulle, à ce moment-là, vous allez taper à la porte de l'association des anciens élèves de l'école polytechnique pour demander du secours. Et la caisse de secours de l'école, aujourd'hui, sachez-le, 50% du budget de l'association des anciens élèves, c'est quand même important, sert à arrondir les fins de, enfin, pas arrondir, à faire les fins de mois d'un certain nombre de camarades qui ont une employabilité nulle. Et Dieu sait s'il y en a, malheureusement. J'insiste d'ailleurs au passage pour vous inciter à participer à cette association tout au long de votre vie professionnelle et en acquitter les cotisations. C'est un point important. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un projet professionnel? Comment est-ce qu'on le construit? On le construit finalement en se posant un certain nombre de questions. Et il ne suffit pas de se poser des questions, encore faut-il avoir des réponses. Alors, je vais essayer de vous aider, avec les 2 ou 3 slides qui suivent, pour apporter des questions à certaines de ces réponses. Pour apporter des réponses à certaines de ces questions. Première question, qu'est-ce que je sais faire? Alors, qu'est-ce que je sais faire? C'est relativement facile. Vous avez tous une idée de ce que vous savez faire. Finalement, c'est ce que vous avez appris à l'école, c'est le début de la vie professionnelle, c'est ce que j'appellerais globalement les savoirs et les savoir-faire. Deuxième question, qu'est-ce que je suis capable de faire? Et là, c'est beaucoup plus difficile, parce que chacun d'entre nous, nous savons ce que nous avons été capables de faire dans les environnements de travail que nous avons traversés. Vous savez, vous, ce que vous avez fait à l'école, dans votre stage machin, dans votre stage truc, mais vous n'avez aucune idée de ce que vous seriez capable de faire si vous étiez transplanté demain matin dans une start-up, dans un groupe japonais, dans la haute fonction publique en France ou ailleurs.
Parce que finalement, ce que vous êtes capable de faire dépend de vos caractéristiques psychologiques, et de votre personnalité. Partez du principe que personne n'est capable de tout faire. Vous avez forcément des domaines de prédilection. À vous de les découvrir et à vous d'essayer de vous mettre dans un environnement dans lequel vous aurez finalement toutes les capacités pour réussir. Certains, par exemple, sont faits pour créer des entreprises. D'autres sont faits pour être des grands patrons. Certains sont faits pour faire de la recherche, etc. Si vous vous mettez à contre-emploi et que vous essayez de faire quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire, vous allez ramer et ça sera très difficile. Sur ce point-là, je ne pourrais pas beaucoup vous aider, parce que ça dépend beaucoup de votre psychologie, et pour ça, il y a des tests psychologiques, et je suis sûr qu'à l'École Polytechnique, vous avez tout ce qu'il faut dans ce domaine, avec le secours des personnes compétentes. Par contre, je pourrais vous aider sur qu'est-ce que je sais faire, et qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui est la dernière question, et la plus importante. Aujourd'hui, vous savez à peu près ce que vous avez envie de faire. Je suis prêt à parier que 80% des gens dans la salle aiment résoudre des problèmes complexes. Qui ne se reconnaît pas dans ce goût, qu'il ait le courage de lever le doigt? Le moteur principal des jeunes polytechniciens, c'est l'envie de résoudre des problèmes complexes. Alors, tout ça c'est bien. Le seul problème, c'est que quand vous aurez 30 ans, vous ne fonctionnerez plus de la même manière. Ce qui aujourd'hui vous intéresse, résoudre des problèmes complexes, ça va changer. Le temps va passer, après 3 ans, après 4 ans, etc. Vous allez découvrir d'autres motivations. Vous allez découvrir, par exemple, l'envie de négocier et de gagner, l'envie d'être visible, le goût du pouvoir, l'envie d'être le chef. Vous allez découvrir aussi, éventuellement, l'envie de gagner de l'argent. Je ne sais pas, plein de motivations pourront arriver. Une chose est certaine, c'est que ce que vous avez envie de faire aujourd'hui sera différent de ce que vous aurez envie de faire dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans. Et c'est là où il faut faire très attention, parce qu'il y a une énorme différence entre faire un job que l'on a envie de faire. Là, il n'y a pas de limite, vous y allez, vous coupez en 4 pour avancer plus vite. Entre un job que vous avez envie de faire et un job que vous n'avez pas envie de faire. Et imaginez, c'est encore pire, faire quelque chose qu'on n'a plus envie de faire, parce que l'ennui s'est installé. Ça, c'est épouvantable. Quand on a 30 ans, on peut se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ou plus envie de faire pendant 6 mois. Puis au bout de 6 mois, vous allez avoir des trous dans l'estomac, vous allez disjoncter, vous allez rendre la vie impossible à vos proches, etc., etc. Quand vous aurez 45 ou 50 ans, c'est encore pire. Là, vous ne vous forcerez plus à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. C'est évident, parce que la vie est trop courte. Donc, cette motivation, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Elle n'est pas évidente. Et là, l'expérience montre que beaucoup de gens se racontent des histoires. Personne n'est clair avec soi sur ce que j'ai envie de faire. Je peux vous aider en vous faisant voir un certain nombre de choses qui vont peut-être vous faciliter la vie. Alors, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Je vais reprendre la solution. Voilà. Première question, qu'est-ce que je sais faire? Vous avez finalement, il est relativement facile de faire ça, et tout en comprenant que les savoirs, c'est ce que vous avez appris à l'école, c'est la partie gauche de ce tableau. Je connais la mécanique des fluides, je connais la comptabilité. Les savoir-faire, c'est ce que vous allez acquérir dans vos premières étapes de carrière. Quand vous dites « je sais construire une tuyère », ce n'est pas du tout la même chose que de dire « je connais la mécanique des fluides ». Quand vous dites « je sais lire un bilan », ce n'est pas la même chose que de dire « je connais la comptabilité ». L'un est livresque, l'autre est d'expérience. Au fur et à mesure que le temps va passer, vous serez embauché pour vos savoir-faire et non plus pour vos savoirs. Vos savoirs sont d'actualité aujourd'hui, dans la recherche de votre premier emploi. Par contre, quand vous aurez 30 ans et au-delà, vos savoirs, on s'en fiche totalement. C'est plus le problème. On ne va pas vous embaucher pour vos savoirs. On vous embauchera pour vos savoir-faire et surtout pour vos savoir-faire faire si vous êtes des managers. Qu'est-ce que c'est que les savoir-faire faire? Par exemple, moi, avec mon équipe, je sais construire une usine de produits frais. Je ne sais pas le faire tout seul, mais si on me donne une équipe, je sais construire une usine. D'accord ? Ce sont les capacités de management. Donc, une vie professionnelle, finalement, ça consiste à remplir au début la colonne de gauche avec des savoirs, et évoluer vers la colonne du milieu,
Et puis, éventuellement, avec votre équipe, quand vous serez des managers, et dans cette salle, 15 ou 20% d'entre vous serez des managers dans l'avenir, voilà les savoir-faire faire. Ne vous trompez pas. Plus vous allez rechercher un emploi dans le privé, plus vous allez avancer dans votre carrière, moins vous devrez parler de vos savoirs. Vos savoirs sont bien, ils ont toute leur valeur dans le cadre académique de l'école, dans le cadre académique de la recherche de stage, mais vous ne serez jamais embauché pour vos savoirs à 30 ans, et encore moins plus tard. Qu'est-ce que je suis capable de faire? C'est là où la seule chose que vous pouvez faire, finalement, c'est d'essayer de rencontrer des personnes en poste. Imaginez que vous ayez choisi de travailler dans l'aéronautique. Tout à fait normal, ça peut arriver. Je vous suggère d'aller rencontrer, et là, le réseau de l'école polytechnique est formidable pour ça, puisque vous avez accès à beaucoup de personnes qui ont accepté de recevoir des jeunes camarades en questionnement, et allez rencontrer donc des personnes en poste. Faites-les parler de leur vécu, faites-les parler de leur métier, faites-les parler de ce qu'ils font, demandez-leur comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qui les intéresse dans ce qu'ils font, etc. Et quand vous en avez rencontré une dizaine ou une quinzaine, là, vous pourrez choisir, en toute connaissance de cause, ce qu'il va vous plaire de faire, finalement. Donc, ne sautez pas cette étape. Si vous prenez le premier job qui passe, et ça vous arrivera, vous êtes jeune, vous êtes polytechnicien, vous aurez des propositions rapidement. Si vous sautez sur le premier job qui passe, ou si vous sautez sur le premier job qui vous intéresse, ça revient à peu près au même, sans prendre la précaution d'aller rencontrer un certain nombre de personnes avant de choisir, excusez-moi, vous jouez votre avenir à la roulette russe. Vous jouez votre avenir à la roulette russe, parce que ça peut très bien marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher. Et si ça ne marche pas, c'est difficile de recoller les morceaux. Donc, essayez de rencontrer des personnes, et finalement, je suis persuadé que vous allez un jour rencontrer une personne qui vous dira, bah oui, ça, et vous vous direz, ça j'aimerais faire, ce qu'il est en train de faire là. Celui-là, ça me plaît, je pense que c'est quelque chose que je serais capable de faire, et si lui en est d'accord, à ce moment-là, vous pourrez aller de l'avant. Mais cela dit, le plus important, c'est les tests psychologiques, les entretiens avec les conseillers, etc. Ne rêvez pas non plus. La vie professionnelle, c'est semé d'embûches. Il y a plein de choses qui peuvent ne pas marcher. Je suis prêt à parier que dans votre vie, la plupart d'entre vous, à l'exception peut-être de ceux qui vont dans la fonction publique, la plupart d'entre vous, vous aurez des accidents de carrière. Vous serez peut-être viré un jour. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que finalement, quand vous avez un projet professionnel et que vous savez le défendre, eh ben vous irez de l'avant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, c'est peut-être le point le plus important. Votre moteur principal, aujourd'hui, vraisemblablement, c'est la satisfaction intellectuelle. Sachez que ceci va évoluer. Essayez de comprendre le plus vite possible ce qui vous fait vraiment avancer. Et pour ça, vos expériences, votre pratique, tout ce que vous apprendrez dans les stages ou dans votre premier emploi, finalement, vous permettra de mieux vous connaître. Et à partir du moment où vous trouverez dans votre troisième emploi, par exemple, quand vous aurez 28 ou 30 ans, à partir du moment où vous trouvez des choses qui vous plaisent, que vous avez envie de faire, vous allez voir que votre carrière va se développer comme il faut. N'essayez pas de vous mettre à contre-emploi, parce que sinon vous allez souffrir beaucoup. Alors je vais maintenant passer à un deuxième sujet qui est le suivant. Vous allez être embauché un jour. Dans 2 ans, dans 1 an, quand vous allez rentrer dans ce premier emploi. Pourquoi est-ce qu'on va vous embaucher? Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez être choisi? Là aussi, ne vous leurrez pas. La réalité, elle est là. La réalité, c'est que, avant de vous faire une proposition, avant de vous proposer de rentrer dans une équipe, quelle qu'elle soit, on va se poser à votre égard 4 questions. Et dans l'ordre, en général, en commençant par le haut de ce dessin. Et chaque question est éliminatoire. En d'autres termes, on ne vous fera une proposition d'embauche que si vous répondez favorablement à ces 4 questions. Alors, première question, est-ce qu'il saura faire? Ou est-ce qu'elle saura faire? Est-ce qu'il a le métier, les compétences, l'expérience pour être ingénieur de recherche dans le domaine des énergies renouvelables, par exemple? Si vous savez faire, parfait, on passe à la question suivante.
Pour les polytechniciens, en général, cette question ne pose pas de problème, parce qu'on sait très bien que même si vous ne savez pas faire tout de suite, vous apprendrez vite, c'est au moins une qualité qu'on vous reconnaît. Et donc, cette question-là est rarement éliminatoire. On passe à la deuxième question. Deuxième question, motivation. Est-ce que vous allez donner l'impression à la personne qui va éventuellement vous embaucher que vous allez travailler avec dynamisme et avec une forte motivation? Et là, c'est un domaine sur lequel, en général, les polytechniciens hésitent à manifester de l'enthousiasme. Ça ne se fait pas. On est plutôt réservé. Donc, je vous suggère, pour ne pas se faire bêtement éliminer, de pousser un peu le potentiomètre de l'enthousiasme. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Les personnes ayant fait des écoles commerciales sont en général bien meilleures que vous dans ce domaine. Eux, on n'a pas besoin de leur demander. Ils le font naturellement. Donc, essayez de ne pas vous faire éliminer bêtement sur la deuxième étape. Troisième étape, vous allez rentrer dans une équipe. Et c'est là, il faut bien que vous compreniez la différence entre l'école et la vie professionnelle. Vous allez rentrer dans une équipe. Dans cette équipe, il y a un chef, qui est le responsable de l'équipe, et puis il y a les collègues. Et à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important pour votre chef éventuel? C'est vous ou bien c'est son équipe? La réponse, vous la connaissez. Il est évident qu'il ne va pas faire courir le moindre risque à son équipe en introduisant un corps étranger dans son équipe qui ne va pas bien fonctionner avec son équipe. Donc, il vous faut persuader la personne qui va éventuellement vous embaucher que vous allez travailler comme il faut à l'intérieur de son équipe. La question qu'il se pose, c'est, si je l'embauche, est-ce que ce sera un plus dans mon équipe ou est-ce qu'au contraire, il va me mettre le cirque? Et là, c'est pas facile. Si vous ne parlez que de vous, si vous ne parlez que de vos compétences, si vous ne parlez que de ce qui vous intéresse, pourquoi croyez-vous qu'il va imaginer que vous êtes compatible avec son équipe? Pour ça, par exemple, il faut peut-être vous intéresser à l'équipe, poser des questions, montrer que vous aurez plaisir à les rencontrer, les autres, dans l'équipe. Et là, comme par hasard, il va vous intégrer, en tout cas dans sa tête, dans son équipe. Quatrième question, est-ce que j'ai envie de travailler avec lui? Avant de vous embaucher, votre patron va se demander, est-ce que je peux lui faire confiance? Il va vous donner une partie de son pouvoir. S'il a l'impression que vous allez utiliser ce pouvoir pour aller contre lui, s'il a l'impression, par exemple, que vous allez lui faire de l'ombre, parce que lui, par exemple, il n'est pas polytechnicien, et vous, vous l'êtes. Il va peut-être se dire, ouh là là, il est brillant, il va très vite comprendre, dans 6 mois, il sera aussi bon que moi, il va me faire de l'ombre, je ne l'embauche pas. C'est assez fréquent que des polytechniciens ne soient pas embauchés parce que justement, ils sont trop brillants, ils sont trop ceci, ils sont trop cela. Je vous suggère d'essayer de comprendre les motivations de votre patron et de lui faire allégeance. Vous savez ce que ça veut dire faire allégeance? Ça veut dire lui démontrer que vous allez travailler pour lui et non pas pour vous, pour votre plaisir intellectuel. Si vous arrivez à lui faire allégeance, il va vous faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous prosterner devant votre patron, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut lui montrer que vous allez travailler pour lui. Et ça, on ne vous l'a jamais appris. On ne vous a jamais appris à travailler pour quelqu'un d'autre. On vous a appris à travailler pour vous. Donc ne méconnaissez pas cette chose-là. Si vous ne parlez que de vos compétences, si vous parlez un petit peu de votre motivation, mais que vous ne vous intéressez pas du tout à l'environnement dans lequel vous allez rentrer, et que vous ne vous intéressez pas du tout à votre patron, ben, il ne va pas vous embaucher. C'est aussi simple que ça. Et ça serait dommage. La recherche de votre premier emploi. Vous pouvez faire votre recherche de premier emploi avec votre CV d'étudiant actuel. Ça n'a pas grande importance. Il vous faut simplement un CV avec lequel on ait envie de vous rencontrer. Un CV qui donne envie de vous rencontrer, c'est quoi? C'est un CV aéré, c'est un CV qu'on a envie de lire, c'est un CV dans lequel on voit tout de suite ce que vous cherchez, et dans lequel, finalement, vous allez pouvoir attirer ces premiers rendez-vous. Je vous l'ai déjà dit, vous avez le droit de vous tromper. Vous pouvez commencer dans un emploi, et au bout de 3 ans, aller faire autre chose. Ce qui est important, c'est, à mon sens, de commencer une vie professionnelle par une étape de carrière dans un employeur avec forte notoriété. Ce qui compte, ce n'est pas le premier métier que vous allez faire. Ce qui compte, c'est la notoriété de l'entreprise dans laquelle vous allez rentrer.
C'est beaucoup plus facile de dire j'ai commencé à travailler chez Areva ou je ne sais quoi, que de commencer à dire j'ai commencé à travailler dans une PME inconnue au bataillon. Donc la notoriété de votre premier employeur est fondamentale. Vous aurez le droit de changer d'employeur, vous aurez le droit de changer de métier, vous serez embauché pour vos savoirs au début, vous serez embauché pour vos savoir-faire après, et surtout, je le répète, ne vous précipitez pas sur le premier emploi. Vous aurez forte chance de jouer à la roulette russe. C'est à peu près la première moitié de ce que je voulais vous dire. Je vais maintenant vous parler de deux choses, la communication écrite et la communication orale, c'est-à-dire finalement ce qui vous permet de réussir des entretiens d'embauche et ce qui vous permet de générer la confiance et éventuellement une embauche. Parce que pour être embauché, finalement, il faut un CV, il faut éventuellement faire des lettres de candidature, etc. Donc ça, c'est de l'écrit. Et puis ensuite, la communication orale, c'est ce qui se passe lorsque vous rencontrez un DRH ou votre éventuel patron dans un entretien d'embauche. Donc je vais d'abord parler de la communication écrite et ensuite de la communication orale. Le CV. Le CV, pour moi, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire que finalement, on peut très bien trouver un emploi sans CV, mais par contre, vous ne pourrez pas rencontrer un recruteur professionnel sans qu'il ait eu au préalable votre CV en main. Le CV, c'est un outil d'élimination pour les recruteurs professionnels. Un recruteur professionnel, c'est un DRH, c'est un chasseur de tête. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore, entre guillemets, du gibier de chasseur de tête. Vous le deviendrez quand vous aurez 30 ans. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore intéressant, entre guillemets, pour les chasseurs de tête. Donc, les recruteurs professionnels, ce sont des DRH pour vous. Et un DRH ne vous recevra jamais s'il n'a pas eu votre CV au préalable. Donc, il faut avoir un CV. Un CV, c'est un outil publicitaire. C'est un outil dans lequel on doit voir d'un seul regard immédiatement ce qui est important. Les critères de recherche pour un recruteur professionnel, métier, âge, formation, langue. Donc d'un seul regard, on doit voir ce que vous cherchez, métier, votre âge, votre formation et les langues que vous parlez. Alors, aujourd'hui, dans les petites classes, vous arrivez, j'ai encore discuté de ça avec mes collègues à la table tout à l'heure, vous arrivez avec des CV d'étudiants. Qu'est-ce que c'est qu'un CV d'étudiant? Ce sont les CV que vous avez composés en utilisant les modèles, peut-être qu'on vous a donné des modèles à l'école, je ne sais pas, mais on trouve dans ces CV vos savoirs académiques, principalement. Demain, alors, excusez-moi, ce premier CV, ce CV d'étudiant est tout à fait OK pour trouver un emploi, un premier emploi ou un stage. Mais ce CV d'étudiant, il va falloir l'oublier quand vous allez avancer dans la vie professionnelle. Parce que là, vous aurez besoin d'un CV de professionnel. Et un CV de professionnel, ce n'est pas du tout la même chose. Un CV de professionnel, ça met l'accent sur votre métier, sur vos résultats. Le CV de professionnel parle de savoir-faire, alors que le CV d'étudiant parle de savoir. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donc, tout naturellement, votre CV va évoluer dans les années qui viennent, et je dirais, le plus tôt sera le mieux, puisque vous allez déjà rechercher votre premier emploi dans peu de temps, finalement. Et donc, c'est à vous que revient la responsabilité de faire évoluer votre CV. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Alors, je mets tout de suite un bémol sur ce qui est projeté ici. Je n'ai pas du tout l'intention de vous parler de modèle de CV. Il y a autant d'écoles de CV qu'il y a de gens qui en parlent. Simplement, moi, j'estime que, et je porte la responsabilité pleine et entière de ce que je vous projette. D'abord, un CV, c'est une page, c'est pas 2 pages. Et même quand vous aurez 40 ans, un CV, c'est une page. Deuxièmement, un CV, c'est quelque chose qui est écrit avec une police suffisamment grosse pour qu'on puisse le voir sans lunettes. Vous n'avez pas le droit de prendre de la police de 8 pour en mettre davantage. C'est interdit. Il vous faut un CV aéré. Le problème dans un CV, c'est de ne pas trop en mettre. Il faut mettre ce qu'il faut et ne pas rajouter de détails oiseux. Évitez les sigles, N'oubliez pas que la cible du CV, c'est une personne qui n'est pas un spécialiste de votre métier. Donc c'est quelque chose qui doit être lu par des personnes non spécialisées. Il faut un titre à un CV. Vous n'avez pas le droit d'envoyer un CV pour la recherche de votre premier emploi dans lequel vous mettriez simplement ancien élève de l'école polytechnique. Ça ne suffit pas. Il faut que la personne sache que vous cherchez un emploi d'ingénieur de développement,
de chef de projet ou d'ingénieur projet dans tel et tel domaine. Un titre, c'est un métier, un secteur. Moi, cher monsieur, mon projet, c'est de débuter ma carrière en tant qu'ingénieur projet dans le secteur aéronautique. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire et que vous pouvez aussi, que vous devez aussi écrire sur votre CV. Si vous ne mettez pas ce titre, comment voulez-vous que l'assistant du DRH qui reçoit 150 CV sache quoi faire de votre CV? Il vous faut faciliter la vie de la personne qui reçoit votre CV. Donc il faut un titre. Au début, vous allez mettre votre expérience se limite aux stages que vous avez eus. Mettez en avant tout ce que vous avez obtenu dans ces stages et mettez en avant des résultats. Puis au fur et à mesure que votre CV va évoluer, vous pourrez rajouter les résultats de votre premier emploi, par exemple. Si vous voulez mettre des hobbies, je veux bien, ça n'a pas grand intérêt. De toute façon, il vaut mieux ne rien mettre que de mettre une précision qui ne sert à rien. Donc, ceci vous permettra d'aérer votre CV. Pas de photo, pas de référence. Ça, c'est tout à fait aussi clair. Alors, votre CV, finalement, quand vous allez rencontrer des camarades pour les faire parler de leur secteur, de leur métier, vous allez peut-être avoir envie d'emmener un CV avec vous. Vous allez peut-être avoir envie de le distribuer autour de vous. N'en faites rien. Si on vous demande votre CV, vous le donnez. Mais si on ne vous le demande pas, vous ne donnez pas. Il vaut beaucoup mieux faire une impression avec soi-même, avec sa parole, avec sa présence, plutôt que de laisser ce soin à un petit bout de papier qui n'a pas forcément grand intérêt. Donc, évitez de distribuer votre CV comme des prospectus. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Alors, si vous voulez répondre à des petites annonces, vous le ferez. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de trouver un premier emploi. Je pense que le meilleur moyen, c'est soit l'entretien de réseau avec les camarades, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans le secteur que j'aurais choisi, soit des candidatures spontanées. Ça marche très bien. Je suis persuadé que si vous faites bien cette recherche de premier emploi, vous aurez, au bout d'un mois ou deux, un problème de choix. C'est-à-dire que ça ne sera pas un problème de trouver un premier emploi, ce sera de faire un choix, finalement. Si vous y prenez bien, si vous faites ce que je vous ai suggéré, d'aller rencontrer une dizaine de personnes dans votre secteur, dans le secteur que vous visez, sur ces 10 personnes, croyez-moi, il y en a 2 ou 3 qui vont essayer de vous faire entrer dans leur entreprise. Et là, vous n'aurez que l'embarras du choix. La candidature spontanée, c'est très intéressant et ça marche très bien. Ça consiste à identifier, par exemple, imaginez que je cherche un emploi dans le secteur des énergies renouvelables. Ben, vous essayez d'identifier les gens qui sont responsables de ce domaine dans telle ou telle entreprise. Et vous allez dans l'annuaire de l'école et vous trouvez un camarade. Et par le biais de ce camarade, vous faites une candidature spontanée, c'est-à-dire un mail sans CV. Et vous aurez des rendez-vous assez facilement comme ça. Donc, ces différentes techniques de recherche écrites, si vous voulez, sont pas fondamentales, parce que finalement, ça ne sert qu'à obtenir des rendez-vous. Mais par contre, il faut éviter de faire des bêtises. Par exemple, je vous suggère de relire à 2 fois vos lettres, vos mails. Faites très attention à l'orthographe. Si vous envoyez un mail truffé de fautes d'orthographe à un DRH, ça n'ira pas plus loin. Et Dieu sait s'il y en a des fautes d'orthographe dans les CV que l'on voit, et dans les candidatures spontanées. Bon, ceci dit, ce n'est pas le plus important. Le plus important, peut-être, c'est la lettre de remerciement. Quand vous aurez rencontré ces 10 ou 12 personnes dont je parlais, vous leur devez un mail de remerciement. Vous prenez la peine, une personne prend la peine de vous recevoir, un camarade. Vous allez passer une demi-heure avec lui, il vous explique, il répond à vos questions, etc. Vous devez lui envoyer un mail de remerciement 8 jours après et le tenir informé de la suite, de ce que ça a donné. Si vous a suggéré d'aller voir M. Granta, vous lui envoyez un mail en disant « Cher monsieur, grâce à vous, j'ai rencontré M. Granta, merci, etc. » Vous devez le faire. Sinon, votre réseau ne servira qu'une fois. Ce n'est pas la meilleure des choses. Pour terminer, le plus important, donc, c'est la communication orale. C'est ce qui fait, finalement, ce qui fera la différence.
C'est relativement facile de rentrer en contact avec un employeur éventuel, c'est relativement facile de montrer que vous êtes compétent, c'est relativement facile de passer les premières étapes. Maintenant, il faut qu'on vous choisisse, vous, et qu'on vous fasse une proposition pour entrer dans une équipe. Et ça ne se fera que si la mayonnaise humaine, entre guillemets, le contact humain s'établit entre votre patron et vous. Et pour ça, eh ben, il faut comprendre comment ça marche. Donc vous aurez deux types d'entretiens. Vous aurez des entretiens avec des recruteurs professionnels, avec le DRH, avec un cabinet de recrutement. Ces entretiens servent à vous éliminer. L'objectif des recruteurs professionnels, c'est d'éliminer les mauvais candidats. Et pour ça, tous les moyens sont bons pour eux. Ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à passer avec vous. Donc, ils vont regarder votre CV, ils vont vous recevoir, ils vont vous faire parler. Ils vont, en général, vous poser une question très ouverte, du type « Je suis content de vous rencontrer, parlez-moi de vous. » C'est pas facile de parler de soi quand on n'est pas préparé. Je vous suggère d'avoir une réponse toute prête à cette question « Qui êtes-vous » ou « Parlez-moi de vous ». Et je vous suggérerai tout à l'heure une structure pour répondre à cette question. Le recruteur professionnel, donc, élimine. Il ne choisit pas. Par contre, quand vous serez en face de votre éventuel patron, lui, il va vous choisir et il va éventuellement donc vous faire confiance. Et là, ce n'est plus un examen, c'est un concours. Il faut réussir, il faut être celui qui emporte la palme. Et là, c'est très différent parce que il vous faut poser des questions. Vous ne pouvez pas simplement attendre qu'on vous questionne et qu'on vous fasse passer l'examen en question. Il vous faut parler, il vous faut vous intéresser à votre éventuel patron, il faut vous intéresser à l'équipe, il faut poser des questions. Et si vous ne posez pas de questions, pourquoi voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Et c'est ça le plus difficile, c'est de poser les questions qui vont bien. Se présenter en quelques minutes. Ça c'est aussi quelque chose de pas évident. Vous avez tous appris à l'école, en tout cas c'est ce que je faisais moi il y a bien des années, ce qu'est une dissertation. Vous vous souvenez de la dissertation? Introduction, développement, conclusion. Je ne sais pas si on l'apprend encore, en tout cas on l'apprend peut-être à Hippocane, je ne sais plus. Il se trouve que cette manière de présenter les choses est assez efficace dans le modèle culturel français. Donc si vous voulez vous présenter en quelques mots, en 2 minutes par exemple, introduction, développement, conclusion, ça marche très bien si vous dites dans l'introduction qui vous êtes, dans le développement ce que vous avez fait, et dans la conclusion ce que vous voulez faire. Ça marche très bien. Introduction, qui je suis. Développement, ce que j'ai fait. Conclusion, ce que je souhaite faire. Et là, il vous faut préparer tout ceci. L'introduction, c'est le plus difficile. Surtout si vous avez envie de répéter votre CV. Il ne faut surtout pas répéter son CV. Dans votre introduction, il faut que vous parliez de vous. Il faut que vous soyez capable de dire qui vous êtes et de donner une dimension humaine à votre personne. Évitez de répéter ce qui est dans le CV, évitez de dire ce qui vous intéresse. Ça aussi, c'est un grand classique. Ce qui vous intéresse, vous, ce n'est pas ce qui l'intéresse, lui. Donc, essayez plutôt de parler de vous d'une manière personnelle, si j'ose dire. Ce que vous avez fait, le développement, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile, quoique il faut éviter de tomber dans la description inutile de technique ou de technologie, ce n'est pas ça du tout. Il faut que vous soyez capable de dire, par exemple, votre dernier stage, votre stage le plus important, voilà ce que j'ai fait. Mais il faut que vous soyez capable de donner des résultats. Et il faut que vous montriez finalement quelle a été votre valeur ajoutée pendant ce stage. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que le temps va passer, que vous allez acquérir des expériences, des savoir-faire, cette partie-là, ce que j'ai fait, sera beaucoup plus facile parce que vous aurez plein de choses à raconter. Mais focalisez-vous sur des résultats, parlez des résultats que vous avez apportés et surtout évitez d'ennuyer votre interlocuteur. La conclusion, ce que je souhaite faire, là c'est aussi assez facile. C'est facile parce que si vous avez pris le temps de bien réfléchir sur votre CV, si vous avez pris le temps d'écrire en tête de votre CV « Ingénieur de développement, virgule, énergie renouvelable », ce titre de CV dont j'ai parlé tout à l'heure, à ce moment-là, votre conclusion, elle est facile. Il suffit de dire
Voilà, moi, ce qui m'intéresse, je suis très heureux de vous rencontrer, cher monsieur, parce que quel est mon projet? Mon projet, c'est de mettre mes compétences d'ingénieur de développement au service d'une entreprise dans le secteur des énergies renouvelables à laquelle je pourrais apporter ceci et cela. Et c'est pour ça que je suis content de vous rencontrer. Voilà. Donc la conclusion, elle est facile si vous avez un projet. Si vous n'avez pas de projet, c'est beaucoup plus dur. Vous voyez l'interaction entre l'écrit et l'oral, hein, bien évidemment. Bonne pratique de communication orale. D'abord, la vie professionnelle, la vie dans les entreprises obéit à un certain nombre de codes. J'appelle ça des rites tribaux, moi, personnellement, mais enfin, appelons ça des codes pour être simple. Si vous voulez rentrer dans la haute finance, il faut être habillé comme quelqu'un qui est dans la haute finance. Si vous voulez rentrer dans l'industrie, c'est autre chose. Si vous voulez rentrer dans la communication ou dans le luxe, hein, eh bien, il y a des codes vestimentaires qui font que... Vous avez le droit d'aller à un premier entretien en étant habillé en étudiant, bien sûr, la première fois. Mais la deuxième fois, quand on vous convoquera à nouveau pour rencontrer votre patron éventuellement pour un entretien d'embauche, là, vous devez être différent. Parce que, par votre image professionnelle, vous allez montrer que vous avez compris ce qu'on attend de vous et que vous allez donc travailler dans une équipe. Donc, je vous incite à faire très attention à votre image professionnelle et à vous assurer qu'elle évolue au fur et à mesure de votre vie. C'est épouvantable de chercher un emploi dans un secteur et d'être habillé comme autrement. C'est pas du tout la même chose. On ne rentre pas dans la finance en étant habillé comme dans l'industrie, ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas que l'habillement, c'est aussi le comportement, etc. Quand vous allez communiquer avec les autres, vous allez finalement avoir des entretiens. Un entretien, c'est entre deux personnes, en général. Un entretien d'embauche, ça ne dure pas très longtemps, ça dure une demi-heure, peut-être. Et pendant cette demi-heure, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer une connivence, de manière à ce que, finalement, les deux personnes communiquent comme il faut et se comprennent, ou au contraire, il peut se passer une incompréhension. Il suffit, par exemple, que vous parliez sur le mode rationnel et que votre interlocuteur parle sur le mode affectif. Vous n'allez pas vous rencontrer. Il suffit que votre interlocuteur soit sur le plan conceptuel et que vous soyez sur le plan actif, de l'action, de l'urgence, du résultat. Vous n'allez pas vous rencontrer. Donc, il vous faut être capable de comprendre, finalement, ce qui différencie un entretien qui se passe bien d'un entretien qui se passe moins bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vraisemblable que dans cette salle, vous êtes au moins 70 ou 80% à communiquer naturellement sur le plan rationnel. Alors, je ne sais pas si c'est inné ou si c'est acquis, je ne sais pas si vous êtes rentré à Polytechnique parce que vous êtes comme ça, ou si au contraire, c'est Polytechnique qui vous a donné ce sens de la communication rationnelle, mais un fait est certain, c'est que les polytechniciens, en général, communiquent sur le plan rationnel. Quelqu'un qui communique sur le plan rationnel, c'est qu'il communique avec de la méthode, avec un process, etc. Il a en face de lui peut-être quelqu'un qui est affectif, qui lui, au contraire, est dans le vécu, dans la relation humaine. Et ça ne fonctionnera pas du tout, bien évidemment. Donc voilà un petit peu les mystères de la communication entre deux personnes. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il vous faut apprendre à communiquer sur le plan affectif, parce que c'est comme ça que vous allez générer la confiance. Ce n'est pas uniquement sur le plan rationnel que ça se passe. Finalement, quand vous allez parler dans cet entretien d'embauche, il va se passer beaucoup de choses. Vous allez échanger des mots. Vous allez préparer votre texte, peut-être, et vous allez le dire avec des mots. Maintenant, vous allez aussi échanger avec l'autre des comportements de la gestuelle. Qu'est-ce que c'est que la gestuelle? C'est par exemple votre agitation, votre refermement, votre éloignement, etc. Vous allez, avec votre corps, dire des choses. Et en même temps, avec votre voix, vous allez transmettre un message que j'appelle la musique des mots, qui finalement est aussi important peut-être que les mots. C'est la manière dont vous parlez. Si vous pouvez avoir une voix assurée, ou au contraire une voix humble, une voix confidentielle, une voix criante, une voix trop rapide, etc. Il y a plein de choses que votre voix peut véhiculer et qui n'est pas en ligne avec votre message.
Donc, je ne veux pas vous suggérer de faire du théâtre, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que les personnes qui ont l'habitude de parler savent que les techniques de théâtre sont extrêmement utiles pour mieux communiquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes très certainement tous capables de bien communiquer, encore faut-il apprendre à changer votre comportement de temps en temps. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est manifestement sur le plan affectif, ce n'est pas la peine de lui raconter votre vie sur le plan rationnel, il s'en fout. Il faut lui donner une idée de votre personnalité. Et surtout, il faut le faire parler de lui, parce qu'en général, il adore ça. La perception qu'aura votre interlocuteur de vous est déterminante. En d'autres termes, si vous faites bien, si vous donnez l'impression d'être quelqu'un qui est bien dans ses chaussures, qui est assuré, qui a un certain charisme, votre embauche sera plus facile. Si par contre vous donnez l'impression de quelqu'un qui est trop anxieux, trop tendu, n'écoutant pas du tout, etc., quelles que soient vos compétences, vous ne serez pas embauché. Donc c'est là que ça se passe. Voilà, il me reste pour conclure, je crois, un dernier. En conclusion, je pourrais vous parler de beaucoup de choses, mais ce que j'ai envie de vous dire personnellement, c'est la chose suivante. Ça va changer. Vous ne travaillez plus à l'école, vous allez travailler pour une entreprise. Et l'entreprise, elle attend de vous des choses que vous n'imaginez pas, finalement, ou que vous imaginez peu. Ne croyez surtout pas que l'entreprise attend de vous ce que l'école a attendu de vous quand vous y étiez. Donc il vous faut changer. D'autre part, l'entreprise, elle a des besoins, vous allez répondre à ces besoins, mais les besoins de l'entreprise vont évoluer. Et donc l'emploi à vie, c'est terminé. Vous aurez à vous remettre en question, vous aurez à faire évoluer votre vie professionnelle. Il y a des moments où vous serez parfaitement en ligne avec votre employeur, tout se passera bien, et puis il y a des moments où il faudra rompre, négocier, s'en aller, faire autre chose, créer sa société, etc. etc. Tout ce qui est clair, c'est qu'il vous faut garder présent à l'esprit votre employabilité. Le pire, c'est de se laisser aller à la facilité de faire toujours la même chose. Et tout à l'heure, Pauline disait que j'animais des séminaires à l'école. Chaque fois, ça me fait mal au cœur quand j'anime un séminaire, que je vois un camarade qui a 40 ans et qui est dans une situation de non-emploi parce qu'il s'est laissé entraîner à se spécialiser à outrance dans un domaine qui ne vaut plus rien. Et ça se produit souvent, malheureusement. Donc il faut se remettre en question, prendre des décisions, s'en aller quand il le faut, parce que votre employabilité, finalement, c'est ce qui vous permettra d'avoir une bonne carrière, une belle carrière, si vous la maintenez le plus longtemps possible. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que vous avez aujourd'hui, peu ou prou, les mêmes chances de réussir dans cette vie professionnelle, et je vous souhaite à tous qu'elle soit la plus agréable possible, la plus réussie possible, sachant que si vous avez des questions, c'est bien volontiers que j'y répondrai maintenant.